Elle n'est pas sûre, alors on a fait un pouvoir, elle a fait un pouvoir. Je pense qu'on rentrait à 7h, vers 19h30 sur Boulogne. On aura pas fini. Sandra a des pouvoirs. Oui, parce que je ne sais pas si elle arrivera à l'heure. Bien, mesdames, messieurs, il est 19h, je déclare ce conseil municipal ouvert et je donne la parole à monsieur Le Cerf pour faire l'appel. Monsieur Jules. Présent. Monsieur Pruvot. Présent. Madame Boulogne a donné pouvoir à Madame Divoire. Monsieur Delporte. Présent. Madame Caron. Présente. Monsieur Dequet a donné pouvoir à Monsieur Delporte. Madame Bernard. Présente. Monsieur Pascal a donné pouvoir à Monsieur Jules. Madame Bernardini. Monsieur Latry. Présent. Monsieur Viard a donné pouvoir à Monsieur Level. Madame Duhamel. Présente. Monsieur Level. Présent. Monsieur Fasquelle. Présent. Monsieur Ampry. Présent. Madame Delporte. Présente. Monsieur Beaugiot a donné pouvoir à Madame Caron. Madame Mille a donné pouvoir à Madame Pinte. Madame Divoire. Présente. Monsieur Savéan a donné pouvoir à Monsieur Pruvot. Madame Pinte. Madame Sylvestre. Monsieur Fourcroy. Madame Lacroix. Madame André-Jacques. Monsieur Condette. Monsieur Mielou. Madame Leporte. Madame Lebon. Monsieur Delacour. Madame Leduc. Madame Malayeude. Monsieur Altazin. Merci beaucoup. Vous avez, comme à chaque conseil municipal, sur votre table les décisions prises depuis le dernier conseil municipal. En premier point, nous devons approuver le rapport du dernier conseil municipal du 22 juin dernier. Y a-t-il des remarques concernant celui-ci? Monsieur Altazin? J'ai été absent, mais je remercie que la question ait été posée malgré tout et donc la réponse qui s'est vérifiée dans les faits d'ailleurs. Parfait. Très bien. Parfait. Bien, y a-t-il des contre? Des abstentions? Abstentions? Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce vote. Et je donne tout de suite la parole à Caroline pour la présentation des décisions budgétaires. Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter cette DM qui s'élève à un montant total de 220 198,86 €. Donc, qui comprend en investissement un montant total de 43 191,86 € et pour la partie fonctionnement un montant de 177 000 €. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de cette DM que vous avez sous les yeux. Peut-être insister sur le fait qu'en dépenses d'investissement, nous avons beaucoup d'ajustements, des ajustements techniques en ce qui concerne les lignes. Comme par exemple, on a enlevé 2 000 € sur la réserve vidéoprojecteur, on a enlevé 2 500 € pour les vidéoprojecteurs de l'école Rospan, pour intégrer 4 500 € dans les vidéoprojecteurs de l'école Ferry-Nacry. De même que pour le mobilier, on enlève 1 000 € sur Ferry-Nacry pour les mettre à Rospan, la ligne juste en dessous. Encore des ajustements, notamment sur les aménagements paysagers, où on enlève sur une ligne pour remettre sur une autre. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qui concerne les ajustements sur les dépenses d'investissement. Pour les recettes, eh bien, c'est à peu près pareil, des ajustements, notamment les 201 803 € qui ont juste changé de ligne, puisque ce n'est pas une subvention reçue de l'État, mais du département. Donc un petit travail d'écriture. Et puis ensuite, vous avez les autres subventions reçues par le département,
par l'agence de l'eau, l'Artois Picardie et la participation de la CAB pour la voie verte Blanc-Pinot. Voilà pour la partie investissement, s'il n'y a pas de questions. Alors, monsieur Delacour a levé la main. Monsieur Miellot, prenez le micro, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je remarque au chapitre 23, compte 2313, 134, 522, il y a un coût de 4591,66 qui devrait, à mon avis, représenter la rampe d'accès handicapé de l'ancien police municipale, je veux dire commissariat. Je vois que c'est marqué études. On n'a quand même pas fait une étude pour faire ce boulot-là. Non. Frédéric, peut-être Je pense que ça doit regrouper l'étude et les travaux. C'est l'ensemble. L'étude plus les travaux. Ok, merci. Merci, bonsoir à tous. Merci, bonsoir, monsieur Delacour. Juste une petite précision sur les aménagements Ferry-Nacry. On a une rallonge de 180 000 €. Ah, c'est juste. Donc ça s'additionne aux 300 000 qui avaient été budgétés initialement. Hein. Oui. Oui. Ouais. Bon, ça fait quand même un surcoût assez considérable. Hein. Je m'étonne, parce qu'il y a toujours des études, puisqu'on en parlait un instant, que là on a presque à 60% plus cher. Alors il y a une explication ou pas? Je pense qu'on a tous la même explication, monsieur Delacour. L'augmentation des matériaux qui démarre, l'inflation qui a été bien plus élevée que ce qui avait été prévu au départ. Tout cela s'ajoute. Les entreprises sont comme nous, elles constatent aussi des frais dans leur fonctionnement, des augmentations, donc c'est impacté partout. Voilà. Bon, on va se contenter de la réponse. En ce qui concerne la subvention pour faire une Ferry-Nacry, elle est bien de 39 109, hein, c'est ce qui est affecté vraiment à ces travaux-là. Hein, ça représente à peu près 6% du coût. C'est une remarque que je voulais faire. Bon, c'est tout. Merci. Madame Lebon. Je constate que les 180 000 € qui étaient affectés au départ au déplacement du monument aux morts ont servi à boucher finalement ce surcoût. Donc je me félicite qu'on ait, avec les anciens combattants, été à l'initiative de la pétition qui a poussé à ne pas déplacer ce monument aux morts. C'était juste une remarque. C'est noté, merci. Monsieur Altazin voulait prendre la parole aussi. Merci. Oui, alors, il y a beaucoup de détails, effectivement, on n'est pas entré dans les détails. Je voulais juste, moi, savoir quelque chose. Est-ce que les vidéoprojecteurs dont on parle pour 4 500 €, c'est ceux qui sont à la toute dernière page du document concernant l'achat de 3 vidéoprojecteurs à Ferry-Nacry? C'est ceux-là ou c'est d'autres ou... Si, à la toute dernière page, dans les achats de l'été 2022. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est cela. C'est cela. Bon, c'est cela. Et donc, ce qui explique qu'ils soient en investissement. Parce que c'est une question à tiroir, en fait, puisque bon, ils sont en investissement parce que ce sont des biens qui vont être amortis, donc sur un certain nombre d'années, je suppose. C'est des biens, quand même, qui ont une grosse valeur, apparemment. Hein. Et je lisais dans un des documents qu'on a reçus que les amortissements devaient être décidés sur leur durée et par rapport aux différents biens qui sont achetés. Donc je pars de cet exemple-là, mais enfin, bon, ça aurait pu être un autre, par délibération du conseil municipal. Alors, il y a une délibération générale qui a été prise au début du mandat. Je suis encore trop jeune peut-être dans le conseil municipal où je ne l'ai pas vu passer. Je vous réponds. Une délibération générale a été prise en début de mandat pour nous donner l'autorisation d'inscrire l'amortissement des biens acquis en investissement à partir d'une somme de 500 €. C'était dans le début de mandat. Voilà. Bah alors j'ai oublié. Il n'y a pas de souci. Début de mandat. Nous sommes là pour vous le rappeler, monsieur Altazin. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Monsieur. D'autres questions? Nous pouvons procéder au vote de cette décision modifiée. Le fonctionnement, sinon, pardon. je peux présenter le fonctionnement. Vas-y. On y va? Allez. Donc, pour la partie fonctionnement, dont le montant s'élève à 177 000 €,
On a ici tout le reflet de ce qu'on vit en ce moment sur l'augmentation des fluides et surtout, comme vous pouvez le constater au chapitre 12, sur la revalorisation du point d'indice qui nous amène à toutes ces dépenses de fonctionnement supplémentaires. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions, par contre, n'hésitez surtout pas. Monsieur Delacour, le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, on va aller directement aux lignes qui m'intéressent. On ne va pas voir tout. La deuxième ligne, l'AMO en marché télécom, c'est une étude sur toute la téléphonie de la mairie ? En fait, c'est un marché qui arrive à terme l'année prochaine, il me semble. Donc l'AMO, c'est l'assistance maîtrise d'ouvrage, parce que c'est très technique, donc on a besoin de prendre notre intermédiaire. Donc c'est ce qu'on va payer. Vous avez une ligne contrat de prestation de service à 36 000 €. Il s'agit de quoi? Alors ça, c'est la pose des illuminations. Si je ne me trompe pas, Frédéric, oui. C'est ça, c'est la pose des illuminations. Ça coûtait normalement 36 € par an. 36 000. 36 000. Oui. Ouais, voilà. Et donc là, c'est pour les illuminations sur 2021-2022. C'est une prestation classique. Et enfin, il y a une ligne honoraire finance et territoire à 30 000 €. Il s'agit de quoi, d'honoraire pour l'achat de maison? C'est un organisme qui s'occupe de faire des dossiers de subvention, de demande de subvention. Il faut savoir que ça peut être une opération blanche parce que il est convenu que l'organisme récupère absolument 30 000 € dans les subventions, sans quoi il nous rembourse. Si par exemple ils nous ont obtenu que 15 000 € de subvention sur un dossier, on ne paiera que 15 000 €. Donc c'est une assistance pour trouver des subventions. D'accord. C'est un cabinet privé, ça? Oui, un cabinet privé, mais qui est réputé, reconnu par les services de l'État comme étant compétent pour jusqu'à l'Europe. Je suppose qu'il a ils savent construire des dossiers. Et j'ai encore une ligne qui m'interpelle, c'est autre personnel extérieur à 20 000 €. Il s'agit de quoi? On a demandé, on a externalisé une mission quelconque? Ça concerne les contrats PEC, donc ça concerne 5 ou 6 écoles. Oui, mais comme les contrats PEC vont disparaître, on va passer par intermède. Voilà. Ça, c'est la rémunération des personnels intermédiaires. Voilà. Okay. Tout à fait. Merci. D'autres questions? Madame Malayeux? Oui, merci. Juste une petite question concernant les autres indemnités personnelles titulaires et la rémunération principale personnelle non titulaire. Si on passe là en DM2, c'est que ça n'avait pas été prévu au BP. Donc cela correspond à des personnels qui sont venus s'ajouter ou des c'est parce que c'est un ajustement suite au GVT. À partir du 1er juillet, on est passé à 3,5% d'augmentation des bases. Donc c'est la raison pour laquelle on a dû réévaluer cela. Je pense que c'est ça. Non, les indemnités personnelles, c'est ça. Y compris pour les non titulaires? Oui, mais tout le monde est passé avec 3,5% de plus. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. D'autres questions? Voilà. Ensuite, en ce qui concerne juste cette petite partie de recettes de fonctionnement, on a 40 000 € pour le remboursement sur la rémunération du personnel. On a également 150 000 € de droits de mutation. On retire donc la participation de l'État, forcément pour les contrats PEC qui sont amenés à disparaître. Et puis 27 000 €, c'est le remboursement des assurances suite aux différents sinistres. Très bien, merci pour cette présentation. D'autres questions encore concernant? Non? Tout va bien? On peut passer au vote. Y a-t-il des comptes? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre. Des abstentions? Une abstention? Merci beaucoup. Point numéro 2. Alors, il s'agit ici de l'attribution d'une subvention exceptionnelle au CCAS pour un montant de 24 000 €, afin de subvenir aussi à la hausse de la valeur du point d'indice.
Ils vont également financer les revalorisations salariales liées au régime indemnitaire et la prime annuelle pour les emplois d'aide à domicile. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Non. Je propose donc qu'on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 3. Alors, le point numéro 3 concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier, puisque à partir du 1er janvier 2024, les collectivités devront désormais appliquer l'instruction budgétaire et comptable M57. Jusqu'ici, on était sur la M14. Et donc, pour ce faire, il est impératif d'adopter un règlement budgétaire et financier qui va comprendre plusieurs avantages, comme une description détaillée des procédures, la création d'un référentiel commun, un outil commun, et puis le rappel des normes et respect du principe de permanence des méthodes. Donc il est certain que ce règlement budgétaire sera amené à être modifié. Il va évoluer en fonction des modifications législatives et réglementaires souhaitées par la municipalité. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Delacour. Le micro, s'il vous plaît. Ça marche. Je voulais simplement savoir si les budgets annexes à ceux de la commune, la commune aussi va être concernée par la M57, je pense à la régie autonome Brassens et puis au CCS. Est-ce qu'ils sont concernés par cette réforme de la M57? Alors, ils le seront au 1er janvier 2024, comme toutes les collectivités. Alors, normalement, la loi prévoit ça au 1er janvier 2024. Nous, on souhaite, et c'est la délibération qui suit, l'adopter dès le 1er janvier 2023 pour vraiment se mettre à l'aise avec cette nouvelle méthode. Ce sera le cas pour Brassens aussi. On passe une délibération au prochain conseil d'administration pour passer à la M57 également à l'horizon 2023, afin d'anticiper le fait que toutes les autres collectivités vont devoir y passer en 2024 et avoir un petit temps de battement qui va pouvoir nous permettre de nous adapter. Ça veut dire que dans la présentation des comptes, vous présenterez aussi les budgets annexes en même temps, ou ça restera comme c'est actuellement? C'est compliqué de vous dire parce qu'on va aller vers l'inconnu. Mais je pense qu'il y aura, ça va être pour plus de transparence, donc je pense qu'il y aura des choses. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité. Avec le micro, s'il vous plaît. Juste une question. On est contre ou pour quoi? Pour adopter le règlement. Qui est obligatoire pour appliquer la M57. Est obligatoire. C'est ça. Oui, donc mais on doit la présenter en délibération. Voilà. Donc on est pour que ça ait été bien présenté. C'est bien. Bien, merci. Donc à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 4. Caroline. Et du coup, l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Donc, alors cette M57, justement, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, elle présente la particularité de pouvoir être appliquée par toutes les collectivités, enfin les catégories, aussi bien la région, le département que les EPCI. Comme je le disais, elle va permettre plus de latence sur le budget, puisque les règles budgétaires vont être assouplies, dont bénéficient déjà des régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Donc en matière de gestion pluriannuelle des crédits, il y a la définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, l'adoption du règlement budgétaire. Et en matière de fongibilité des crédits, il y a la faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5%. Bien. Monsieur Delacour, une question? Désolé, ça m'intéresse. C'est-à-dire que Monsieur le maire pourra tout seul décider de changer de la fongibilité des comptes à des chapitres. Je ne sais pas si je suis clair, parce que vous avez parlé de fongibilité entre les chapitres du budget, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer une somme d'un chapitre à l'autre. Sauf sur le personnel ou les crédits. D'accord. Mais jusqu'à 7%, le maire a toute latitude pour le faire sans délibération, là. Ouais. Non, c'est un type d'info. Ok, merci. Bien.
tout. C'est tout. Merci Caroline. Y a-t-il des questions, d'autres questions? Non? Ah, Monsieur Mielo. Avec le micro, merci. Oui, une simple explication sur la dernière phrase. Le budget primitif 2023, la colonne BPN-1 ne sera pas renseignée. Bah oui, donc on n'aura pas pour mémoire ce qui a été utilisé l'année précédente. Vous aurez l'ancien, vous pourrez prendre l'ancien M14, mais ça n'apparaîtra pas. Mais... Ça, malheureusement, c'est la loi, c'est défini comme ça, c'est une nouvelle nomenclature, donc il n'y a pas de rappel sur l'année précédente, c'est vrai. Mais... Avec le micro, s'il vous plaît, Monsieur Delacour. Alors, je suppose qu'après, quand on aura lancé la nouvelle nomenclature, on aura quand même le N-1 après. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Là, c'est juste pour l'année 2023. Okay, c'est bon. Bien. D'autres questions? Non? Merci. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie pour ce vote. Et nous passons au point 5. Alors, il est écrit motion, mais c'est une information car l'actualité a été modifiée entre l'établissement de cette motion et aujourd'hui. Nous avons appris début juillet par la commission intercommunale des impôts directs qu'il y avait une réévaluation des bases locatives des baux commerciaux et il y avait un différentiel très fort entre les entreprises de grande surface, les hypermarchés et le centre-ville, avec une baisse drastique des coûts pour les grandes surfaces. Ça avait un impact sur nos finances directes, puisque ça faisait baisser d'environ 20% les bases, soit au total, sur l'ensemble des recettes, ça devait représenter 1 million d'euros pour la commune de Saint-Martin. Nous sommes intervenus très vite, c'est ce qui est écrit dans la motion, auprès de nos supérieurs politiques. Vous avez la liste, hein, Madame Cailleux, ministre chargé des collectivités territoriales, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Monsieur le président de l'Association des maires de France du Pas-de-Calais, ainsi que Monsieur le président de la CAB, afin de faire modifier ou du moins reporter cette décision pour que nous puissions argumenter sur l'effet délétère pour les finances de la commune de Saint-Martin. Depuis lors, il est paru par la Banque des Territoires que cette décision est reportée sine die et qu'une nouvelle base de calcul serait lancée dès l'année prochaine avec une mise en application beaucoup plus tard. Donc voilà, on voulait juste vous informer quand même de ce qui s'était passé pendant le courant de l'été sur les décisions de notre budget et les actions que nous avions menées pour nous défendre et nous permettre de pouvoir continuer à faire fonctionner notre mairie et notre commune de la meilleure des façons possibles. Il n'y a pas de vote concernant cette information, bien évidemment. Nous passons donc au point 6. Il y a une modification des statuts. Vous avez certainement pu le lire sur le site internet de la ville. Il a été reporté des statuts de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Nous devons prendre acte de cette information. Un vote. Y a-t-il des contre? Monsieur. Oui, merci, Monsieur Altazin. Oui, il est précisé justement, parce que je l'ai lu, que le conseil municipal concerné, nous c'est Saint-Martin, dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer après la notification. Oui. On considère que la notification, c'était le 30 juin? Non, on l'a reçu début septembre, la modification. Ah, mais ça, c'était pas précisé. Non, voilà. Donc, c'est ce qui m'avait étonné, que j'allais dire, on vote pour rien. Non, mais du coup, on ne vote pas pour rien. On vote pour quelque chose. Voilà. Ok, merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7 sur la communauté d'agglomération du Boulonnais, à nouveau, c'est le rapport annuel d'activité. Il n'y a pas de vote, c'est une information que nous sommes tenus de vous rendre. Voilà. Délibération numéro 8. L'ouverture des commerces de détail le dimanche pour l'année 2023. En rapport à la dérogation sur le travail dominical, nous vous présentons cette année 12 dates complètes. C'est une délibération de principe que nous prenons tous les ans. Y a-t-il des questions concernant celle-ci? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Très bien. 6 abstentions, merci. Je vous remercie. Point numéro 9, ressources humaines.
Modification des emplois permanents de la collectivité avec la création d'un poste de chef de service de police municipale. Voilà. Qui nous a été amené de pouvoir proposer à un de nos agents. Y a-t-il des contre? Une question peut-être, monsieur? Alors, non, c'est pas une création. En fait, c'est une transformation. Mais nous sommes tenus de la passer en délibération à chaque fois. Voilà. Donc, dès qu'il y a une nouvelle ligne qui s'inscrit... C'est important de savoir si on crée des lignes nouvelles, des postes nouveaux. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas une création. Et ce sera pareil pour le suivant? Voilà, aussi. Ok, merci. Bien. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Donc, le point numéro 10, pareil. Modification du tableau des emplois permanents des collectivités, création d'un poste d'éducateur APS première classe, principale deuxième classe, pardon. Y a-t-il des contre? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Enfin, moi, j'aimerais savoir s'il y a une personne déjà en place sur ce poste. Oui. Il est possible de savoir. Alors, il s'agit d'Alexandre Perrault, qui a été en contrat d'apprentissage chez nous, qui a brillamment réussi son concours, et au vu de l'investissement qu'il a mis sur sa formation pendant les 3 premières années de sa présence en mairie, nous avons pérennisé son poste. D'accord, merci. Voilà. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Bien, je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 11. Médiation préalable obligatoire. C'est une convention avec le centre de gestion. Il s'agit avant tout de pouvoir créer avec le centre de gestion une médiation en cas de litige avec une décision prise envers un agent, avant de partir sur une situation de justice plus classique avec le tribunal administratif. Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette médiation? Monsieur Delacour. Alors, merci. J'ai bien compris que c'est pour éviter tout de suite d'aller en justice. C'est une médiation supplémentaire, hein, un truc qui se pratique un peu partout. Est-ce qu'on sait le nombre de conflits pour notre commune? Ça doit être rare ici. Alors, en 15 ans, c'est arrivé une fois. Voilà. C'est tout. Merci. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 12, dénomination des voies de la ZAC multisite du secteur Malbrook. Patrick, peut-être, pour la continuité? Oui, non, mais rapidement, on avait déjà donc donné des noms aux premières rues. Il s'agit de finaliser le sujet et donc de donner 4 nouveaux noms après. Je rappelle que le choix a été fait avec le conseil municipal des jeunes et le service des archives de la ville. On a donc sélectionné des noms et ensuite on a demandé l'accord des familles, évidemment, avant de pouvoir dénommer et baptiser ces voies. Donc en fait, vous avez les noms sous les yeux. Arnaud Beltrame, bon, je pense que tout le monde sait qui c'est, mais il y a qui c'était d'ailleurs, malheureusement. Le texte ensuite. Samuel Paty de même. Et puis 2 Saint-Martinoises, Monique Mamet et Suzanne Capet, qui se sont illustrées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions concernant Monsieur Delacour? Alors bien entendu, on ne va pas du tout remettre en question ce qui est décidé, et je trouve que c'est très bien là-dessus. Moi, je pose une question, M. Delporte, concernant puisqu'on est dans le secteur Malbrook, ZAC multisite. On avait eu une réclamation d'un monsieur qui avait sa maison à côté des immeubles, enfin des locatifs, des collectifs de 3 étages ou 2 étages qui allaient être construits à côté. Bon, apparemment, ça ne s'arrange pas. Moi, je l'ai vu dans la rue, il me disait que contrairement à ce que vous aviez dit, que le problème était résolu, qu'on allait mettre une barrière végétale devant ces petits collectifs afin d'éviter d'avoir un vis-à-vis dans son jardin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, M. Desportes? Alors, bien sûr, premier point, ça n'a strictement rien à voir avec la dénomination des voies, donc je ne vois pas pourquoi cette question arrive à cette... Parce qu'on est dans la délibération, on est dans la on doit être dans le sujet, Monsieur Delacour. On doit être dans le sujet de la délibération. Je comprends pas vous répondre, mais quand même. Pour le coup, je peux te répondre bien volontiers. Effectivement, ce monsieur s'est manifesté, il a un contentieux, et pas un contentieux avec la commune d'ailleurs, il a un contentieux avec la ménagère qui est territoire 62. Donc la commune est parfaitement étrangère à ce contentieux.
Et pour autant, on essaie d'améliorer les choses et on a rencontré Territoire 62 récemment. Je suis même allé sur le site dimanche matin avec mes bottes en caoutchouc pour voir ce qu'il était possible de faire. Il est parfaitement possible de planter des arbres. Donc en fait, on va redemander à Territoire 62 de bien vouloir donner suite à la demande de ce monsieur Louézic, et de planter des arbres, parce qu'a priori, ça ne pose aucune difficulté, mais c'est pas nous qui pouvons les planter. Non mais d'accord, moi je voulais avoir cette réponse-là. Merci. D'autre part, le PLUI existe depuis suffisamment longtemps. Ce monsieur a consulté le PLUI. Il était parfaitement au courant au moment de l'achat de sa maison de ce qui allait se passer. Il était tout à fait prévu déjà ces constructions. Il en a été informé par les services compétents. Il a quand même acheté sa maison. Et voilà, c'est tout. Maintenant, mais je vous rappelle, monsieur Delacour, sans vouloir faire de débat, que les questions sont sujettes aux délibérations. On vous répond bien volontiers, mais comprenez-le, merci. Pour la clarté des débats. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 13, sur le lancement d'un réseau de chaleur. Donc, nous avons décidé de travailler sur la création d'un réseau de chaleur que nous avons engagé depuis mai 2021. Nous avons contacté le parc naturel régional qui nous a transmis des informations sur une note d'opportunité et sur la pertinence de la construction d'un réseau de chaleur pour notre commune. C'est tout à fait d'actualité de toute façon. On a travaillé avec l'ADEME qui nous propose de faire une étude préalable de faisabilité qui est financée par l'ADEME à 80%. Cette étude va déterminer la faisabilité sur ce réseau qui assurera la durabilité de la source en énergie pour nos bâtiments publics et éviter d'utiliser les réseaux de gaz, mais d'utiliser plutôt du bois, des boues ou des pavés de compactage de déchets verts. Cette étude aura pour but de voir l'impact technique et l'impact financier sur la commune et d'envisager un autre mode de gestion, mais on sait déjà que ce réseau de chaleur aurait pour effet de nous faire économiser 70% de consommation de gaz. Quand on voit l'évolution du prix du gaz, on se doute que ça peut avoir un impact. Donc cette présentation a pour but, cette explication a pour but de vous demander de poursuivre cette étude, puisqu'il est important de maîtriser les coûts de l'énergie quand on voit l'évolution sur cette année et que l'on sait que ça risque de durer dans le temps. Y a-t-il des questions concernant... Alors, Madame Malayeude. Oui, une simple question. Cette étude, dès lors qu'elle est lancée, elle prendra combien de temps? Elle est estimée Alors, je crois qu'il y en a un mois. Il y a un mois d'études prévues au minimum. Maintenant, ça pourra durer plus longtemps, on ne sait pas exactement. Monsieur Delacour. C'est uniquement pour le gaz, cette étude. Alors c'est pour le réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, donc c'est pour le chauffage. Oui, souvent, c'est pour envisager de ne plus consommer de gaz. D'accord. Ou du moins de diminuer drastiquement la consommation de gaz. Est-ce que pour l'électricité, vous envisagez une étude On est déjà en contrat avec la FDE. De flux, en fait. On est déjà en contrat avec la FDE. Donc pour l'instant, on n'a pas nécessité, puisqu'on est sous contrat avec eux. Et le coût total c'est l'étude qui nous déterminera l'ensemble. Voilà. Il n'y a pas de coût prédéfini, c'est... Non, l'étude va nous déterminer les coûts d'investissement, les coûts d'amortissement, la rentabilité. Non, mais ça c'est l'étude, mais je veux dire le coût de cette étude... Ah non, je n'ai pas le montant exact. On a reçu les offres, c'est entre 18 et 22 000 euros pour l'instant. D'accord. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Non? Donc nous passons au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au point 14, la présentation de l'information sur la rentrée. Madame l'adjointe aux affaires scolaires, s'il vous plaît. Merci. Donc on va faire un point sur les effectifs de nos écoles élémentaires et maternelles. Donc tout d'abord les effectifs qui nous ont été remontés par les directeurs. Ferry-Nacry, on passe de 341 élèves à 315, donc on a moins 26 élèves dans cette école. C'est la seule pour laquelle les effectifs ont baissé.
Pour Rostand, vous voyez, on est à +3, et pour nos 3 écoles maternelles, +4, +2, +8. Donc au niveau de ces chiffres, moi j'ai envie de dire pas d'inquiétude, puisqu'on a une stabilité au niveau des chiffres pour les maternelles, donc on peut penser que ça va se stabiliser. Après, comme il avait été dit l'an passé, ce n'est pas propre à Saint-Martin, cette baisse d'effectifs dans les écoles primaires, c'est sur le plan national, donc ça va à un moment se stabiliser. Donc on en est là pour les effectifs globaux. Ensuite, pour la cantine et la garderie. Donc la cantine, il y a 2 points à soulever. Au niveau de Ferinacri, donc notre école élémentaire la plus importante, on a un effectif moyen de 155 enfants le midi depuis la rentrée qui mangent à la cantine. Donc à la cantine centrale du collège Salengros. Notre plus petit effectif depuis la rentrée a été de 149 jusqu'à le plus important, 165. Donc on est bien sur cette moyenne, à peu près, c'est une moyenne qui est quand même assez haute. Concernant l'école Rostand-Brel, hein, qui mange regroupée, hein, l'école élémentaire et puis maternelle, et puis Prévert à Anne-Franck, nos 2 écoles maternelles, vous pouvez peut-être être surpris de voir qu'il y a 3 encadrants systématiquement, même si les effectifs ne sont pas les mêmes, mais regardez, à Anne-Franck c'est l'effectif le plus bas, mais on a beaucoup d'enfants de moins de 3 ans en fait qui mangent à Anne-Franck, donc ce qui justifie le fait qu'on ait autant d'intervenants qu'à des endroits où il y a plus d'enfants, puisqu'il faut les aider à manger, etc. Au niveau des garderies, que ce soit du matin ou du soir, on reste sur des effectifs qui sont similaires à ceux des 2 années précédentes en fait, hein, on n'a pas eu de changement notable. Concernant les travaux et les achats qui ont été faits cet été, mais aussi un petit peu, on a repris des travaux du printemps. À Ferinacri, bon, bah, vous avez vu qu'on a eu une phase de végétalisation qui est en cours, hein, donc les gros travaux, la partie vraiment des travaux les plus importants a été faite. La suite, donc c'est-à-dire mobilier et végétation, va être entamée d'ici une quinzaine de jours. Au niveau des achats, et pour rebondir sur ce que vous avez posé comme question tout à l'heure, Monsieur Altazin, nous avons fait des achats numériques pour nos 2 écoles élémentaires, grâce notamment à une subvention de France Relance de l'Éducation nationale, donc une subvention d'État destinée à développer le socle numérique, et pour lequel le matériel est subventionné à 80% et tout ce qui est logiciel à 50%. Donc sur les 4 500 €, il y a une grande partie qui va être remboursée par les subventions, mais bien sûr après l'achat. Au niveau de Rostand, il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits et les équipes pédagogiques en sont très heureuses puisque il y a une création de sanitaires à l'étage et ça c'était une demande qui a été faite assez importante puisque les toilettes sont à l'extérieur. Donc ça demandait à des enfants, même des enfants vraiment petits, hein, des enfants de CP, de traverser un long couloir et de descendre à l'extérieur par des escaliers en béton qui, d'un point de vue de la sécurité, c'est vrai, pouvaient, quand il y a de la pluie ou du gel, être un petit peu problématique. Donc il y a des toilettes entre guillemets de secours qui ont été faits, qui ont été conçus avec un toilette également PMR. Les plafonds sont terminés avec des éclairages à LED, donc toute l'école est équipée de ce type de plafond et d'éclairage. Et enfin, la création du parking dont nous avions parlé en début de mandat est fait maintenant. Donc le personnel de l'école peut se garer derrière l'école, ce qui libère des places de stationnement pour les riverains qui nous avaient aussi réclamé un petit peu plus de place pour se stationner. Au niveau de Brel, donc les revêtements de sol ont été faits dans toute l'école, au rez-de-chaussée comme à l'étage, un étage qui est en partie occupé par le CSE. Au niveau de l'école Prévert, on a remis en peinture, donc ça a été fait au printemps, donc vous avez peut-être pu le voir, toute l'école a été remise en peinture. Et puis enfin au niveau de l'école Anne-Franck, là aussi ça a été fait au printemps. Suite au ravalement de façade, il y a des têtes d'animaux un petit peu enfantines qui ont été mis sur la façade et qui rend quand même l'école un petit peu plus ludique pour des enfants de cet âge-là. Voilà. Merci. Merci. Voilà pour le point d'information. Point numéro 15, information. Le règlement intérieur dont nous avons procédé au vote lors du dernier conseil municipal. Madame Malayude. Oui. Merci. On peut constater donc une baisse d'effectifs de moins 26 élèves sur l'école Ferinacri. Est-ce que vous avez regardé si c'était des entrées en CP qui ne se sont pas faites ou ce sont des élèves qui ont changé d'école entre-temps? Comment vous l'expliquez? Vous avez analysé un petit peu? Parce que 26 élèves en groupe, ça fait une classe, mais ça dépend aussi... En fait, on a très peu de demandes de dérogation, ou tout au moins on accepte vraiment au coup par coup, hein, au cas par cas.
Par contre, on a eu quand même une baisse d'effectifs notable dans les deux écoles maternelles sur lesquelles on a un recrutement pour Ferry-Nacry, c'est-à-dire une baisse des effectifs à Anne-Franck, au point d'avoir à la limite peut-être une future fermeture de classe, mais ce qui n'a pas été fait. Donc le résultat il est là, et puis après bon, quelques déménagements, tout simplement, on arrive vite à 26 sur un effectif de 350. Mais non, on n'a pas eu particulièrement d'enfants qui ont quitté le... Voilà. Monsieur Delacour. Non ? Merci. Pour répondre un petit peu à votre préoccupation, est-ce que vous avez pensé à faire une étude sur l'impact de la nouvelle ZAC multisite qu'il va y avoir derrière, parce que ça devrait amener normalement des enfants supplémentaires. On en a déjà parlé en fait en groupe majoritaire et en réunion d'adjoints. Effectivement, on va essayer de penser notamment à des aménagements nouveaux à l'école Prévert par le futur, pas tout de suite, puisque les finances, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais c'est vrai que si effectivement on a autant de familles qui s'installent, il va falloir qu'on anticipe sur les locaux, notamment de Prévert. J'ai envie de vous dire, pas tant de Anne-Franck. Pourtant, c'est plutôt Anne-Franck quand même. Oui, mais on a encore de la place à Anne-Franck et on a aussi beaucoup de demandes de personnes qui veulent aller à Prévert. Vous l'aviez connu aussi. Il y a un zonage, on avait fait un zonage à l'époque, je sais, les gens préféraient... On essaie de tenir, mais il y a aussi l'idée de la fratrie, vous voyez qu'on est obligé de respecter. Oui, c'est vrai que ça c'est un obstacle. Et ça... de toute façon, Monsieur Delacour, nous ne pourrons envisager ça que lorsqu'on aura la composition des familles qui auront acheté les terrains. Il y a 70 lots libres qui ne sont pas vendus, donc pour l'instant attendons, c'est prévu, et nous envisagerons ça le moment venu. Voilà. J'insiste quand même sur le fait qu'il faut conserver le zonage. On l'avait fait à l'époque, sinon tout le monde veut aller... Mais Monsieur Delacour, ne vous inquiétez pas. Non, mais je m'inquiète pas, je vous donne un conseil. C'est très gentil à vous. Merci. Bien. Donc voilà, donc le point numéro 15 à présent, c'est une information sur le règlement intérieur du conseil municipal qui a été voté le 22 juin dernier. Et nous avons décidé de le rendre disponible numériquement directement sur le site internet de la ville depuis le 1er juillet 2022, puisque depuis le 1er juillet 2022 est passée la loi sur la numérisation des documents. Voilà, donc vous pourrez consulter le règlement intérieur de façon numérique sur le site internet de la ville. Et l'ordre du jour étant terminé, je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des services qui ont installé cette salle, le service fête et cérémonie, le service manifestation et aussi le service communication qui nous permet de transmettre à l'ensemble des abonnés Facebook de la page ce conseil municipal, et ils sont toujours présents pour répondre à nos sollicitations. Merci à l'ensemble des agents présents ce soir pour ce conseil municipal. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.